Notre deuxième entreprise du jour, TOT, une école lancée en 2016 et qui apprend le français avec un diplôme à la clé aux personnes en situation d'exil, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Avec nous ce matin sur le plateau, la présidente de TOT, Jennifer Leblond, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous cette école de français pour les migrants et pour commencer, expliquez-nous comment est né ce projet. Alors ce projet il est né sur le terrain à l'été 2015 au lycée Jean Carré dans le 19e arrondissement de Paris. On s'affairait en fait sur un campement qui était là, et à la fermeture du campement, on s'est rendu compte que la question prioritaire qui nous était posée, c'était pas de savoir boire ou manger ou dormir, c'était où apprendre le français. Je veux apprendre le français. C'est fou, hein? Ce qui est fou, mais ce qui est en effet, quand on réfléchit, la clé d'entrée pour pouvoir s'intégrer dans un pays. Ouais. Et donc à la suite de la fermeture de ce campement, en fait, on a décidé de monter une école spécifique de français diplômante pour les réfugiés et demandeurs d'asile non titulaires du bac. Alors l'école existe depuis 2-3 ans. À combien d'élèves avez-vous appris le français jusqu'ici et est-ce que c'est payant ? Alors l'école est payante, mais c'est symbolique, c'est 7 €. Ouais. Alors ça peut paraître peu, mais pour certains de nos étudiants qui sont vraiment sans ressources, 7 € c'est beaucoup. Ouais. C'est pour dire que la transaction existe quand même et ils payent une prestation. Voilà. Et on a à ce jour accompagné presque 350 élèves. Donc l'école elle a ouvert le 13 juin 2016, donc en 3 ans. Et alors comment ça fonctionne? Avec des professeurs ou avec des bénévoles? Avec les deux. En fait, on a voulu recréer une structure d'école comme vous et moi, on a appris le français, donc avec un professeur qui est professeur de français langue étrangère, dont c'est le métier, oui. Qui est rémunéré pour ça, qui est rémunéré comme des professeurs d'université et qui suivent une session de A à Z, toujours la même classe, toujours la même salle, toujours les mêmes étudiants, toujours le même prof. Et avec ces professeurs, il y a des tuteurs qui sont eux bénévoles, qui la plupart du temps sont des étudiants en français langue étrangère, oui. Qui viennent et qui accompagnent vraiment en individuel les étudiants pendant les temps de cours. Et alors combien de temps dure le cursus? Combien d'heures d'enseignement? Alors au total c'est 160 heures d'enseignement réparties sur 16 semaines, ce qui fait à peu près 10 heures par semaine de français pour savoir lire, écrire, comprendre et parler le français. Il y a un examen à la clé et alors quel est le taux de succès? Alors ce qui est un peu la spécificité de l'école, c'est qu'elle est diplômante en effet. À la fin les étudiants passent un diplôme d'État qui est reconnu partout dans le monde, qui s'appelle le DELF, le diplôme d'études de langue française. Et sur notre dernière session on a eu 91% de taux de réussite, ce qui est plus élevé que le bac. Exceptionnel, bien sûr, j'allais vous le dire. Alors, qui sont vos élèves? Des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux? Quelle est leur situation et d'où arrivent-ils? Alors nous on s'adresse spécifiquement, je l'ai dit, à des personnes qui n'ont pas le niveau bac, donc c'est une école pour les adultes à partir de 18 ans jusqu'à notre plus vieil étudiant, je pense qu'il avait 67 ans, aucune discrimination d'âge ni de statut, donc ils peuvent être réfugiés statutaires, c'est-à-dire avoir leur papier, avoir le droit de rester sur le territoire, demandeurs d'asile, avoir fait la demande d'autorisation de rester sur le territoire, être en recours sur leur demande parce qu'elle a déjà été refusée plusieurs fois, ou être carrément en fin de demande, être débouté, c'est-à-dire ne plus avoir le droit de faire la demande mais être encore sur le territoire, donc peu importe le statut. C'est majoritairement des hommes, ce qui correspond finalement aux personnes qui arrivent chez nous. Ils sont assez jeunes, hein, ils ont entre 20 et 30 ans. Et ils viennent du Soudan, majoritairement de l'Afghanistan, du Soudan, Sud-Soudan, hein, là où la guerre vraiment fait rage, et puis l'Afghanistan. Mais après on a des gens qui viennent du Tibet, de Tchétchénie, d'Érythrée, du Mali, etc. Oui, j'imagine qu'effectivement les candidatures sont nombreuses. Combien avez-vous de demandes, je ne sais pas, par an, et combien sélectionnez-vous d'élèves? Alors on vient de terminer notre sélection là pour la prochaine session qui démarre début septembre. Donc en fait on fait l'ouverture pendant 48 heures sur internet avec un formulaire qui est ouvert en 5 langues, anglais, français, pachto, farsi et arabe. Et on reçoit 800 candidatures en 48 heures pour à peu près 90 places. Mais qui fait le relais pour ces candidatures, par exemple, où ces migrants ont l'information pour dire qu'il existe une école où on peut se former à moindre coût avec un diplôme?
Alors maintenant qu'on a 3 ans d'existence, il y a le bouche à oreille qui fonctionne très bien. On reçoit énormément des copains, des frères, des cousins, des gens qui ont été nos étudiants. Mais comme on s'est formé sur le terrain, on est aussi en contact et en relais permanent avec les associations terrain qui font soit de l'accueil, soit du logement, la mairie de Paris, les centres d'hébergement qui savent, sont au courant, à qui on envoie un mail pour leur dire voilà, les inscriptions vont s'ouvrir. Allez-y, vous allez avoir 48 heures pour proposer aux personnes qui vous suivent, que vous suivez plutôt, de postuler. Et est-ce que vous avez connaissance de ce que deviennent vos étudiants par la suite? Alors oui, on essaye dans la mesure du possible de les suivre. En fait, on a un pôle d'orientation professionnelle à l'école qui permet de leur donner une perspective une fois qu'ils sortent de l'école, parce que c'est vrai qu'ils savent parler français, mais ça ne permet pas tout. Donc en général, ils reprennent des formations de français pour augmenter le niveau. Nous, on s'arrête au niveau A2 et ils peuvent continuer. Donc il y a une 30% à peu près qui fait des formations de français. Ensuite, des formations professionnelles avec un diplôme, du coup, un métier à la clé. On a des gens qui rentrent à l'école. Par exemple, on a un élève qui est rentré à l'école de photographie. Voilà, un étudiant. Et puis des gens qui trouvent du travail. Et après, on a aussi quand même pas mal de personnes dont on a plus de mal à faire le suivi parce que elles sont déplacées en fait. Elles sont aujourd'hui sur Paris, mais il y a plein de villes en France qui accueillent des personnes. Donc une fois qu'elles ont terminé l'école, voilà, elles vont dans d'autres centres. Donc du coup, parfois on perd leurs traces dans les mêmes soins. Et ce que vous n'avez pas précisé, c'est qu'il y a des cours de français, mais il y a aussi d'autres matières qui sont enseignées ou d'autres dans l'école. Alors en fait, l'école elle a été construite vraiment comme un parcours utilisateur, donc pour qu'elle soit le plus pratique et le plus intéressant possible pour nos étudiants. Donc en fait, ils n'ont que des cours de français, oui. C'est-à-dire qu'ils apprennent vraiment la langue. Il n'y a pas de cours de mathématiques, pas de cours d'histoire. Mais suffisamment compliqué comme ça. C'est sûr. À 160 heures de cours sur 16 semaines, ça c'est dense pour des gens qui n'ont pas peu ou pas été scolarisés. Et en fait, pour qu'ils soient bien focus sur le français, en fait, il y a un pôle psychologique pour les accompagner dans leur traumatisme, un pôle social pour les accompagner sur la partie logement, finances, administratif, un pôle juridique pour les accompagner sur leur demande d'asile, un pôle orientation professionnelle pour s'imaginer le futur, un pôle artistique pour appréhender la langue différemment et un pôle de sortie conviviale où ils peuvent aller au musée, mais aussi faire des pique-niques ou juste faire des courses à pied pour s'intégrer dans la société comme tout Parisien. Et ceux qui animent ces pôles, ce sont des bénévoles? Pas forcément, non. Des freelances que vous... Il y a des freelances, voilà. La psy, c'est une prestation. L'avocate, c'est bénévole, mais elle prend l'aide juridictionnelle. L'orientation professionnelle, c'est une salariée de chez nous. Les artistes, elles sont en intermittent du spectacle. En fait, on a plein de méthodes différentes pour pouvoir agréger ces personnes autour de nous, mais on a aussi énormément de bénévolat. Et alors, on en arrive au nerf de la guerre. Là, comment financez-vous l'école? Quel est le coût annuel? Alors le budget annuel de l'école c'est environ 500 000 €. Un étudiant sur une session c'est 1 800 €. On a aujourd'hui 7 classes. Sachant qu'ils en payent 7, exactement. Ouais. Donc on a 15 étudiants par classe, on a 7 classes, ça fait 115 étudiants par session et on fait 2 sessions et demie par an. Au début on s'est lancé nous avec la plateforme Ulule, on a fait un financement participatif, donc on est vraiment une structure de la société civile. On a récolté 66 000 € auprès de particuliers. Auprès de particuliers, exactement. 40 jours, 1200 personnes. Sur le sujet, vous voyez, des particuliers. Eh bien oui, c'était vraiment le pari qu'on faisait, c'était qu'à l'époque, en plus en 2015, au moment de la vague 2016, on disait que les Français étaient racistes. En fait, on a un élan de générosité incroyable qui s'est porté. Ce que disent les médias. Pas tous les médias, mais SOS Méditerranée est un excellent exemple aussi de solidarité citoyenne. Et puis, nous avons été lauréats de La France s'engage, qui nous a donné une dotation de 400 000 € pour 3 ans. Et ensuite, c'était sous le gouvernement de François Hollande, voilà, en 2017. Et aujourd'hui, on a encore des dons de particuliers qui représentent à peu près 50 000 € par an. Et après, c'est surtout des entreprises, des fondations d'entreprises ou des entreprises en direct. Donc ça peut être la fondation de la Société Générale, de la BNP ou encore Lush, la mairie de Paris, le ministère de la Culture. On a aussi des fonds publics qui nous permettent de faire perdurer l'école. Vous avez l'impression que vous avez épuisé les recours sur les fondations, en tout cas sur les groupes du CAC 40 qui ont énormément de moyens et...
Non, on est loin d'avoir de mécénat épuisé. possible, oui. Non, on est loin d'avoir épuisé. En fait, la difficulté, c'est plus que aujourd'hui, les fondations, elles veulent toujours des nouveautés. Or, nous, l'école, elle peut pas innover toutes les 5 minutes et faire des nouveaux projets. L'école, elle a besoin d'exister en tant que telle. Après, on peut mener des choses innovantes, mais on a besoin quand même de financer le fonds. Donc non, on a encore beaucoup à faire. Et si les entreprises du CAC 40 me regardent et qu'elles veulent se rapprocher de TOT, je serai avec grand plaisir pour les accueillir. Le CAC 40 et le monde de la finance seront les bienvenus, non ? Exactement. Bien sûr. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour TOT et quelles sont les perspectives pour 2019 ? Alors aujourd'hui et 2020. Alors aujourd'hui, on a plusieurs projets en fait pour pouvoir garantir un minimum de ressources pour TOT, puisque les fonds publics sont amenés à diminuer et les fonds privés prennent beaucoup de temps à aller chercher. C'est qu'en fait, on essaime, donc on va ouvrir une antenne à Lille là à la rentrée 2019. On a aussi, on va ouvrir aussi une structure lucrative, donc un centre de langue destiné en fait quasiment au même public que le nôtre, sauf que c'est un public qui a plutôt les moyens de payer. Donc c'est un centre de langue solidaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez une formation chez nous de français, en fait vous permettez à un étudiant qui n'a pas les moyens d'apprendre le français. Mais vous avez le sentiment que les réfugiés, les demandeurs d'asile ont les moyens certains ont les moyens de payer des formations. Oui. Il y a des écoles qui existent comme vous qui sont plus chères, qui sont payantes. Par exemple l'Alliance française, ouais. C'est vraiment un lieu de référence partout dans le monde pour apprendre le français à partir du moment où on s'installe dans un pays. Alors après, quand on dit réfugiés, on pense forcément misère, mais il faut savoir que la plupart des gens qui arrivent chez nous, c'est quand même les plus riches de ces pays en fuite. Donc certains peuvent avoir les moyens, et puis aussi plein de gens aussi qui migrent, mais qui ne sont pas forcément dans des détresses politiques comme celles de nos étudiants, mais qui ont tout autant besoin d'apprendre le français. Donc là, ce serait effectivement des tarifs plus normaux, ouais. Qui permettraient de financer la formation des plus démunis. Exactement. L'idée, c'est que cette structure lucrative, la totalité des dividendes ou du résultat positif qui est apporté, remonte à l'association pour pouvoir financer les étudiants qui, eux, n'ont pas les moyens. Et ça serait mis en place dès 2020 ? Oui, c'est fin 2019, début 2020, exactement. Alors, pour terminer, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour poursuivre votre mission ? On n'en a pas parlé, mais où se trouve l'école physiquement ? Est-ce que vous êtes toujours au même endroit ? Est-ce que tout est regroupé dans des classes qui sont dans des écoles ou je ne sais pas Alors, on a été hébergé à l'Alliance française pendant un moment, mais aujourd'hui, on est à Saint-Denis, on est au 6B, qui est un lieu d'accueil d'artistes. Et en fait, au premier étage, on a pu aménager des locaux pour pouvoir accueillir la totalité de l'école, donc les bureaux plus les classes, plus les lieux d'accueil pour les professeurs et pour les étudiants. En fait, nos besoins à nous aujourd'hui, c'est majoritairement et prioritairement l'argent, évidemment, pour pouvoir continuer à notre action et pouvoir même développer l'école. Et puis des locaux, parce que le 6B va être en travaux. Ah, exactement. Vous n'allez pas rester à cette adresse. Pour l'instant, non. À un moment donné, il va falloir qu'on s'en aille parce qu'il y a une rénovation complète de la structure qui va être faite. Donc, si il y a des entreprises qui nous regardent et qui ont des locaux à disposition, qui sont capables de nous donner des salles, comme des salles de formation qui peuvent être des salles de cours pour nos étudiants et accueillir l'école gracieusement, dans l'idéal, ce serait super. Misons sur l'idéal. En tout cas, merci beaucoup Jennifer Leplon. Je le rappelle, vous êtes présidente de TOT, une école de français pour les migrants.